Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Catalogue des assistants. Donc, nous sommes des assistants de langue vivant soit en France ou assistants de langue française à l'étranger. Donc, dans ce podcast, nous allons parler de la vie de l'assistant, de langue, tout ce que nous faisons en tant qu'assistant de langue, notre vie, la culture dans notre pays d'accueil et tout. Donc, restez branchés. Cette vidéo sera enregistrée et sera rediffusée dans les autres plateformes des assistants de langue. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Moi, je suis Elvis Fiati, assistant de langue anglaise au lycée Desfontaines, Joseph Desfontaines à Mel, dans l'académie de Poitiers, ici en France. Je suis l'un des assistants ambassadeurs représentant le Ghana. Donc, je laisse la parole à Paulina et elle va présenter nos invités. Ok, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Elvis, tu étais tellement sérieux, moi j'ai un peu peur. Et c'est moi et Charlie qui ont été souriants comme ça. On attend juste notre parole. Alors oui, ici aujourd'hui, on a plusieurs assistants ambassadeurs et ambassadrices de leur langue. Ici, il y a la langue russe, la langue anglaise et française. Et aujourd'hui, on parle avec vous de la France, de Colombie et de l'Allemagne. Ouh là là! Alors, actuellement, Pénélope est notre assistante de la langue française en Allemagne et Charlie, notre aussi assistante de la langue française, mais il travaille en Colombie. Et vous pouvez observer la nature de Colombie aujourd'hui. C'est un petit voyage. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'a déjà dit, là je vais souligner qu'on va parler de notre expérience. Et alors, notre premier sujet, notre première question, je commence par Charlie, en Colombie. On a déjà compris que tu travailles en Colombie plusieurs fois, je dis ça. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que c'était difficile de s'intégrer à un autre pays tellement différent de la France et à un autre système éducatif? Alors, du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Charlie avec un Y. Je viens du sud de la France et je suis actuellement, du coup, assistant de langue, on l'a bien compris, en Colombie. Donc, j'ai la chance de me retrouver dans la capitale. Donc, je suis à Bogota et j'ai pu également être assistant de langue également dans une autre partie du pays, donc sur la côte caribéenne. Et ne serait-ce que ça me permet d'avoir une vision plus globale de la différence du domaine éducatif entre la Colombie et la France. Parce que ne serait-ce que dans la Colombie, il y a d'énormes différences au niveau du système éducatif. Mais en plus, en tant que pays global, comparé à la France, il y a beaucoup de différences. Là où en France, on aura plus d'universités publiques ou d'écoles publiques, en Colombie, il y a plus d'universités privées. C'est un ratio de 30% d'universités publiques contre 70% d'universités privées, alors que c'est totalement l'inverse en France. Donc là, j'ai la chance d'être dans une université publique. Je préfère, après chacun ses préférences, mais au niveau de l'organisation du système scolaire, c'est assez différent. Mais maintenant que je suis dans une université publique, c'est plus similaire aux universités publiques qu'on peut connaître en France. Par exemple, moi, je fais mon master à Paris. Et je suis dans l'université Paris 8, donc c'est à Saint-Denis dans le 93. Et l'université dans laquelle je suis actuellement me fait énormément penser à mon université à Paris 8, dans le sens où la politique éducative est beaucoup plus similaire. Bref, je m'arrête là, comme ça on peut avoir les témoignages d'autres personnes. Mais d'autres exemples, parce que c'est intéressant. Tu as dit que le système... oui, c'est très intéressant. Et quel est l'exemple que tu peux donner pour comprendre? Alors, je trouve que la fac où je suis actuellement à Bogota est très similaire à ma fac en France, parce que ma fac en France, c'est Paris 8 et c'est une des facs les plus manifestantes et les plus syndicalisées et les plus de gauche. En tout cas, c'est la réputation qu'elle a. Et en fait, pareil à la OPN, donc j'ai le t-shirt de la fac. Ouais, c'est le logo, donc c'est Universidad Pedagógica Nacional. Et c'est une université qui, elle aussi, a la réputation d'être assez belliqueuse et très manifestante pour les droits humains et les causes sociales. Du coup, à ce niveau-là, j'ai retrouvé des similarités. Alors que quand j'étais dans les Caraïbes, j'étais dans une autre université semi-publique, mais je n'ai pas retrouvé de similarité avec l'université française. Donc c'était rien à voir. Mais j'ai pu découvrir deux parties
où comme j'ai dit, ça m'a permis d'avoir une vision plus globale du système éducatif, en tout cas universitaire, donc des études supérieures en Colombie, parce que en connaissant plus d'un seul établissement, on peut rencontrer des différences. Et ici, par exemple, une autre similarité, je ne sais pas si je peux retourner la caméra, mais j'aimerais le... Ah non, malheureusement pas. Mais je peux juste montrer comme ça. Ouais. C'est le plateau repas d'aujourd'hui. Oh là là, c'est tellement différent Ça de la France. s'appelle comment? C'est le plateau repas d'aujourd'hui. Ça me fait penser au plateau repas qu'on a au Crous, au restaurant universitaire. Ouais. Donc on a toujours une soupe, on a toujours un jus, on a toujours notre riz, notre protéine, notre salade et de la banane plantain. Voilà, cela me manque. En Russie, on mange beaucoup de la soupe. Beaucoup de soupe. Ah mais oui. Ici, on mange toujours, c'est une salade. C'est Oui. le plat principal, mais pas de soupe. Et moi, je sais. Non, ici, il y a de la soupe tous les jours et franchement, j'aime beaucoup. Et aussi du riz. Il faut aimer en vouloir en manger tous les jours. C'est vrai qu'en France, on n'est pas habitué à manger du riz tous les jours. En tout cas, pas la communauté d'où je viens. Du coup, c'est assez différent, mais moi, j'apprécie et ça change nos habitudes alimentaires. Et c'est toujours un plaisir de manger avec, du coup, mes camarades qui sont là aussi. Ils sont présents. Coucou. Ok. Oh là là. Donc, dis-moi, Charlie, comment peux-tu décrire l'intérêt des étudiants de la langue française, leur intérêt vis-à-vis de l'apprentissage de la langue française? Alors, j'ai la chance d'être dans une université, c'est-à-dire que les gens choisissent d'étudier cette langue. Donc ça, c'est un très grand avantage et c'est aussi pour ça que je voulais partir dans un pays qui permettait d'entrer dans un établissement scolaire pour les personnes dans le supérieur. Je ne voulais pas enseigner à des personnes à qui c'était imposé la langue. Parce que j'ai travaillé avec des enfants pendant 4 ans avant de travailler avec des adultes maintenant et j'en avais assez. J'en avais ma claque. Du coup, je voulais travailler avec des gens qui savaient pourquoi ils étaient là tout simplement. Du coup, j'ai des étudiants qui sont motivés et qui veulent apprendre la langue et qui en veulent plus, posent toujours plus de questions, veulent apprendre plus de la culture française, mais pas seulement française, aussi francophone. Et du coup, ça me permet de moi aussi découvrir encore plus sur la francophonie. Parce que moi je suis français de métropole et j'apprends encore plus sur mon pays en outre-mer, mais aussi des autres pays qui sont francophones. Et les gens ici, tous mes étudiants sont vraiment passionnés. Et c'est tellement agréable parce qu'on se sent vraiment écouté et perçu en tant qu'individu. Donc c'est vraiment réconfortant dans ce travail d'assistant de langue quand on est devant une classe qui est passionnée en fait et qui veut apprendre plus. Ok. Et Pénélope? Tu enseignes à quel niveau Oui, l'école primaire, si je ne me trompe pas. Alors, Charlie, elle travaille à l'université, mais elle est Pénélope à l'école primaire, si je ne me trompe pas, elle m'a dit. C'est vraiment une autre chose. Oui, d'ailleurs, je voulais dire que nous aussi, en Allemagne, on a beaucoup de soupe. Voilà. Mais en fait, la soupe, ça suffit comme repas parce qu'ils font des soupes. Alors, il y a des soupes avec de la viande, mais aussi végétarienne, etc. Et voilà. Avec du pain. Toujours mettre du pain. Ouais. Moi, je suis assistante de langue française dans une école primaire, donc ça s'appelle Grundschule. Et donc, il y a 4 classes. Donc, Erste Klasse, Zweite Klasse, Dritte Klasse, Vierte Klasse. Moi, dans mon école, dans ma région, donc les enfants 6-7 ans, 7-8 ans, 8-9 ans et 9-10 ans. Donc, c'est différent du système scolaire français. Je peux pas trop vous dire après comment ça se passe, mais il y a le gymnasium qui fait collège et lycée, en fait, en Allemagne. Et en fait, ce qui se passe en Allemagne, c'est que contrairement en France où beaucoup de choses sont très centralisées et où on retrouve le même système un peu partout, en Allemagne, c'est un système fédéral. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas Berlin, la capitale, qui décide pour tout le monde. Chaque région fait ce qu'elle veut. Et quand je dis ce qu'elle veut, c'est vraiment ce qu'elle veut. Mais c'est bien ou pas, à ton avis? Alors, c'est pratique ou c'est un peu très compliqué à comprendre quand on est étranger et que déjà on a du mal à comprendre le système allemand. Et quand on a compris le système pour sa région, on voit que dans une autre région ça change, etc. Mais bon, voilà. Donc dans ma région, il y a 4 classes. Mais il y a des régions où en école primaire, ils ont 5 classes. Il y a des régions où ils ont 6 classes. Donc, je vois. Donc, ça veut dire que dans ta région, le cours primaire a combien de classes? À l'école primaire, combien de classes dans ta classe? Donc, quand on est
En Allemagne, souvent, en fait, les femmes ont encore plus de charges qu'en France parce que, Ok. donc moi, par exemple, en école primaire, mes horaires, c'est 8h, 13h du lundi au vendredi. Et le lycée se termine, ce qu'on m'a dit, maximum à peu près à 15h. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est souvent les femmes qui s'occupent des enfants après. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc, il y a aussi la solution de la surveillance, la Betreuung. Mais voilà. Et après, moi, donc, j'ai pas précisé, je suis dans une petite ville de 6000 habitants qui s'appelle Saarburg, en Rhénanie-Palatinat, donc Rheinland-Pfalz. Donc, c'est l'ouest, le sud-ouest de l'Allemagne. Donc, on est à 45 minutes du Luxembourg et moins d'une heure de la France, de la Lorraine, de Metz, Nancy. Donc, c'est Alors, très, très international. Mais même si c'est international, comme c'est une petite ville, comme vous le savez, peut-être, Elvis, Paulina, comme c'est une petite ville, bah, il n'y a pas beaucoup de jeunes, de mon âge en tout cas. Ah, comme chez moi, hein. Voilà. Et mais moi, c'est-à-dire qu'il y a des cours où les enfants ont 6, 7, 8 heures, ça va graduellement. Plus ils sont grands, plus ils ont d'heures de français par semaine, ou de cours bilingues. Et bilingue, c'est allemand et français. Donc c'est le choix de cette école, c'est vraiment de tout miser sur le français. Donc il n'y a pas ou peu d'anglais. Et il y a les classes de découverte du français dont je m'occupe en partie, où là ils ont 45 minutes par semaine. Les cours sont de 45 minutes. Ils ont une pause, une récré toutes les 45 minutes. Voilà. Ah, c'est comme en Russie. Les classes IFA. En Russie, le cours aussi dure 45 minutes et ici en France 55. Et pour moi, c'est pas habituel. Oui, là en plus les enfants, 10 minutes de plus. C'est bien. C'est bien parce que vous savez que les enfants, ils sont très actifs et à la fin des cours, je suis sûre que Pénélope, tu as déjà remarqué, elles sont toujours comme ça. Alors à la fin, mais même au début, au milieu, tout le temps, il se passe quelque chose d'intéressant. On va aller faire pipi, etc. Madame. Et oui, au début, je ne comprenais pas parce que c'est vrai qu'entre l'allemand qu'on apprend et puis l'allemand qui est parlé, ici c'est vrai qu'il y a des accents régionaux, on est dans la campagne, etc. Donc même si on n'est pas très loin en fait de la frontière, ça reste très très très, je sais pas si on peut dire exotique, mais voilà, très différent en tout cas de ce que moi personnellement je pensais. Et donc les enfants évidemment, ils parlent encore plus rapidement et encore plus de manière informelle, on va dire. Voilà, ouais. Par exemple, moi, j'ai appris un mot, Charlie et Pénélope, je suis sûre que vous le savez. Je pense que Elvis, tu as aussi attendu. Wesh. Oui. Je trouve d'abord, quand mes élèves, ils ont dit wesh, j'étais un peu choquée, j'ai pas compris c'est quoi ce wesh. J'ai posé la question, ils m'ont dit mais Paulina, il n'y a pas de sens. Wesh, c'est comment ça va. Wesh, c'est salut. Wesh, c'est je sais pas, c'est une exclamation. Et moi, j'étais oh là là. Du coup, j'ai appris deux nouvelles expressions la semaine dernière. Chouette, c'est chouette. Ça dit c'est super. OK. Et puis, wesh aussi, ça va. Quelque chose comme ça. Et j'ai aussi appris la différence entre deux types de beignets. J'ai oublié. On en parlera après. Alors, dis-moi, Pénélope, tu enseignes au cours primaire, c'est ça? Uniquement. Et c'est déjà uniquement au cours primaire. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu recherches les outils pédagogiques pour enseigner les enfants? Alors, moi, j'ai la chance quand même dans mon école. En fait, dans la salle des professeurs, il y a une bibliothèque où il y a quelques manuels. Bon, je vais essayer de vous en montrer un. Donc, parfois, je m'inspire un peu de ça. Attendez, je vais vous montrer. Bon, alors celui-là est un petit peu ancien, mais c'est juste pour vous donner une idée. Grenadine. Okay. Donc ça, c'est une méthode. Il y a Grenadine, il y a la petite... C'est Charlie pour tes étudiants de l'université, tu peux utiliser. Attends. Voilà. Et donc, en fait, c'est sous forme de jeu, plutôt, l'apprentissage. L'apprentissage se fait beaucoup sous forme de jeu. Moi, je leur fais faire beaucoup d'oral, de dessin. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait, mais dans les classes entières, on fait aussi des chansons ou des histoires. Voilà, moi j'essaie de leur faire aussi des petits dialogues. C'est la méthode, l'approche actionnelle. Voilà. Et voilà, donc vraiment beaucoup d'apprentissage tout en s'amusant. C'est ce qui fonctionne assez bien, plutôt que de manière très 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 rigoureuse.
la grammaire, on fait plus de vocabulaire. Au collège. Ouais. Oui, ou alors on fait des choses sans s'en rendre compte un petit peu. Enfin, moi, je m'arrange pour qu'on fasse des choses et voilà. Et leur niveau, c'est quoi, A1? C'est A1. Alors, moi, j'ai vraiment toutes les classes. Donc, en fait, il y a des classes où je suis en classe entière avec le professeur. Donc, j'observe la classe. Et quand il y a du travail en groupe, je m'approche, voilà, comme ça. Et j'interviens. Je vais voir ce que font les élèves. Je viens les aider pour la prononciation, si besoin, etc. Ça, c'est des classes plutôt dites bilingues. Et il y a des classes de découverte où là, moi, je suis seule avec eux. Et là, par exemple, on fait les mois de l'année, donc janvier, février, mars. Donc c'est niveau A1, niveau basique. Je pense que parce que les classes que moi j'ai seules ne sont pas les mêmes classes que celles où je suis en classe entière. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais en tout cas, ce sont des petits. Mais Charlie, je pense que tu as le niveau plutôt B1, B2 parce que tu travailles avec les étudiants. Bah, du coup, ici, j'ai entre tous les niveaux. J'ai de A0 à C1. Parce que je travaille avec tous les semestres. Donc là, une différence entre la Colombie et la France, c'est qu'ici, on va pas dire première année d'études, L1, L2, L3. On va dire premier semestre, deuxième semestre, etc. etc. Du coup, c'est plutôt des demi-années que des années complètes. Mais je me retrouve à faire des cours avec des personnes qui n'ont jamais fait de français de leur vie ou des personnes qui préparent déjà le DELF. Oui, déjà, alors il y a vraiment un mélange comme ça. Oui, tout à fait. Je vois. Et pardon, moi je n'ai pas précisé, mais en fait, avant d'être à l'école primaire, les enfants sont souvent au soit les mamans s'occupent d'eux, soit ils sont au kindergarten, donc le jardin d'enfants. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont été dans des kindergarten. Jardin d'enfants ou bien maternelle. Moi, la crèche. J'ai très peu de personnes. La crèche, oui. Oui, mais ça se prolonge assez tard quand même par rapport à la France. J'ai pas mal d'enfants qui ont. Enfin, c'est très rare que j'ai des enfants qui n'ont jamais fait de français. Voilà. Ah, je vois. Sauf si c'est des étrangers, des luxembourgeois, des enfants qui viennent d'Ukraine, des enfants qui viennent de Russie, etc. Moi aussi, je travaille. J'enseigne le russe et dans mes classes, il y a 4 Ukrainiens qui ne parlent pas français et 4 Français qui ne parlent pas russe. Et moi, au milieu, entre eux, heureusement, je parle français. Mais sinon, chaque fois, c'est vraiment. Ça va être particulier. Hein. C'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, j'avais un petit garçon luxembourgeois. Là, je l'ai plus en cours, mais je fais un petit récap. Au Luxembourg, il y a une langue qui s'appelle le luxembourgeois, qui est une langue originale, qui n'est ni l'allemand, ni le néerlandais, mais c'est une langue germanique. Et donc, moi, je connais pas cette langue. Et donc, il y a ce petit garçon qui est arrivé au mois de décembre, qui ne parlait ni allemand, ni français. C'était très compliqué pour moi. Donc, l'anglais, je sais pas quelle langue là-bas. Non plus. Luxembourgeois et turc, donc ses parents. Donc moi je dis ça va être compliqué quand même parce que il y a aucune base même. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as travaillé avec et bien en fait c'est un petit garçon où c'était compliqué même en classe entière. Donc en fait là on a décidé qu'il ferait du français plutôt l'année prochaine. Et voilà. Et j'avais un petit garçon ukrainien aussi. Et pareil, c'était assez compliqué. Donc, pareil, même cas de figure. Parce que quand je suis toute seule, en fait, il faut aussi que je gère la discipline, etc. Donc, j'essaye vraiment de faire en sorte, moi, personnellement, enfin, je sais pas comment vous faites, mais que mes cours soient accessibles à tous. C'est-à-dire, j'explique tout. Mais du coup, c'est beaucoup de patience en permanence. Mais je veux être sûre que tout le monde comprenne au maximum tout ce qui se passe. Voilà. Je suis sûre, j'espère, ouais, on va croiser les doigts, on essaie. Mais non, moi, quand je parle russe, si je parle russe tout le cours, mes élèves me regardent comme ça, parce que je travaille au terminal, et même au terminal, c'est niveau 1 en plus, A2, mais parce que bien sûr, le russe est difficile, c'est l'autre en alphabet, des trucs comme ça. Ils me regardent comme ça, ils savent que je parle français, ils attendent, et puis, madame, est-ce que vous pouvez traduire en français tout ce que vous avez dit? Ça m'arrive aussi, hein. Même en anglais. Même en anglais. Si. Le niveau des Français est décevant.
Alors, personnellement, j'ai dit, Surtout en seconde. je ne parle pas anglais, on ne parlera pas anglais dans cette classe. Et quand un enfant me parle en anglais, ce qui arrive, je sais pas, strawberry, je dis non, on parle français ou allemand. Je sais pas, je comprends pas. Ok. Voilà. C'est la bon. méthode. Oh là là. Charlie, je voudrais bien poser la question, quel aussi outil pédagogique tu utilises pour enseigner aux étudiants? Parce que quand on travaille avec les enfants, c'est plutôt les jeux de table, je sais pas, les jeux de société, les livres, les chansons, les danses, mais avec les étudiants, est-ce que ça marche? Alors, du coup, bah, effectivement, on adapte les outils et les ressources à l'âge, euh, pardon, j'ai le hoquet, de nos apprenants et nos apprenantes. Du coup, ici, je travaille relativement en autonomie. Du coup, tout ce que je fais pour préparer mes cours, c'est généralement directement sur Internet. Et il y a des plateformes exprès pour le FLE, donc français langue étrangère, qui sont libres d'accès. Il y en a d'autres qui sont payantes aussi, mais qui sont dans tous les cas très très bien. Et essentiellement accès à Internet. Et ce que je fais du coup, c'est que j'utilise des ressources aussi d'interactivité. Par exemple, si une classe classique pour moi, ça va être, bah, je vais présenter sur la télévision, sur le projecteur, un diaporama. Et je vais encourager au maximum aux élèves, à mes apprenants et à mes apprenantes, lire ce qui est écrit sur le diaporama en disant ah d'accord, c'est pas moi qui vais expliquer, c'est vous en fait qui allez expliquer. Donc si le thème d'aujourd'hui, je sors d'un cours, j'ai fait quoi ce matin? Petit trou de mémoire. Je sais plus ce que j'ai fait, tiens. C'est terrible. Ah oui, j'ai expliqué le parcours académique français. Donc expliquer comment est-ce qu'en France, en tout cas, c'est quoi l'école maternelle, l'école primaire, etc. Et aussi la vie universitaire française, parce que la vie universitaire française, là, est très différente de la vie universitaire en Colombie. Peut-être que les universités ont des points en commun, mais la vie universitaire, la vie étudiante, par contre, est à total opposé entre les deux. Du coup, bah, j'avais mon diaporama et à chaque fois qu'il y avait une définition, un mot, etc., je demandais aux élèves de lire et comme ça, eux, y participaient. Également, ce que je demande, c'est à chaque début de cours, je demande aux élèves, quand moi je m'installe, de aussi s'installer, c'est-à-dire que je demande s'ils mettent un petit papier avec leur prénom écrit dessus. Comme ça, je vais tous les jours avoir leur prénom et je vais les appeler par leur prénom pour pouvoir après donner des injonctions envers ces élèves-là. C'est-à-dire que tout le monde a son prénom et je peux interroger qui je veux, sans avoir à demander de manière gênante comment je t'appelle déjà. Parce que bah oui, j'ai 1000 étudiants, donc c'est un peu compliqué de se rappeler du prénom de tout le monde. Bah ouais, genre j'ai toutes les classes de tous les semestres, donc là j'en ai pas mal. J'en avais moins avant, dans mon autre université j'en avais 250 parce que je restais avec une seule classe fixe. Mais ici il y a plusieurs classes. Et genre une même année peut avoir plusieurs classes. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que on a des supports audiovisuels où on peut utiliser des commandes. Aussi, je regarde souvent, pas seulement dans les cours, mais dans les activités que je fais à côté. Donc dans les horaires en dehors de mes interventions de cours, je fais des activités culture francophone. On va prendre une vidéo YouTube, un tweet, un TikTok. On va utiliser les médias de communication pour dire, on va expliquer un mème français. On va expliquer comment est-ce que nous, on a grandi avec des youtubeurs comme Cyprien, par exemple. Et après, ils font la même chose. Mes élèves, on a le même âge. Du coup, bah, on échange la même chose. Ils disent, ah bah oui, nous, en Colombie, le youtubeur le plus connu, c'est celui-là. Ah oui, nous, en Colombie, on a ce même-là qui est très connu. Vu que c'est des gens qui ont la vingtaine, on est dans la génération Z, on est dans l'usage des réseaux sociaux et des médias de communication à fond. Du coup, autant exploiter ces ressources-là pour pouvoir intéresser les gens. Et je pense que ça marche vraiment parce que du coup, je me retrouve avec beaucoup de gens qui s'inscrivent et bah, je me dis, ok, bah, c'est que ça plaît et je peux faire découvrir la francophonie d'une autre manière. Au-delà d'étudier le parcours académique français, on va voir, ok, pourquoi est-ce que wesh, c'est devenu un mot considéré presque comme une onomatopée et pourquoi est-ce que, bah, je sais pas, des trucs sociaux qui nous impactent nous en tant qu'individus et qui on peut observer dans la vie de tous les jours. C'est surtout ça en fait, atteindre un niveau d'enseignement de la culture populaire aussi, et pas seulement la culture linguistique. C'est super. Peut-être, Charlie, est-ce qu'on pourra donner nos ressources un petit peu? Moi aussi, il y a des sites sur lesquels je vais, etc. Bien sûr. Si, bien sûr. Je crois que tu fais ça aussi beaucoup, l'usage des nouvelles technologies. Moi, j'adore. C'est mon amour, mon travail. J'ai plusieurs ressources pédagogiques. On a discuté déjà avec Pénélope, il y a quelques mois, les ressources différentes. J'aime beaucoup utiliser
Les plus simples, c'est Wordwall, je sais pas, Miro, pas encore, Worksheets, Lean Apps. Et moi aussi, comme Charlie, j'adore utiliser plusieurs youtubeurs, TikTok. On regarde aussi des séries russes qui sont très modernes. Et puis, on compare. Il y a quelques jours, on a observé le marketing russe parce qu'actuellement, il est très, très différent de l'Europe, des États-Unis. Et on a observé comment on peut travailler dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le site, il faut avoir, je sais pas, les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Alors moi, j'utilise tout ce que je vois, j'utilise. Les films, les livres, les articles, la littérature, l'art, ils n'ont pas le choix. Du coup, moi, j'adore tellement les jeux. Ok, donc j'ai un site qui s'appelle tinytap.it. tinytap.it. C'est la première fois pour moi. Ok, donc tu peux utiliser ce site pour créer des jeux pédagogiques pour toi-même. Okay. Oui. Tu peux même intégrer des vidéos dans le chat. Ouais, dans le chat, okay. Comme ça. Envoyer tous les liens, ce sera mieux. J'ai même. Je te vole tes idées. Ok. Donc, tinytap. Je suis en train d'écrire. Moi, j'ai une question aussi très importante, mais pas à propos de l'école, à propos des trucs bureaucratiques. Parce que si la bureaucratie française, oh là là, mais je sais pas, est-ce qu'il y a en Allemagne et en Colombie, c'est la même chose? Est-ce que vous avez quelques soucis quand vous avez essayé, je sais pas, d'ouvrir un compte bancaire, de trouver le logement? Vas-y, Pénélope. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Ok, Pénélope. J'ai l'impression que c'est pire en Allemagne. C'est mon avis personnel. Il n'engage que moi. Ça être plus pire. Mais on est quand même, quand même énormément. On est 100, 200. Enfin, on est beaucoup d'assistants de langue française en Allemagne. Postulés d'ailleurs, il y a beaucoup de places. Voilà, on vous attend. Et donc, par exemple, ici, il y a quelque chose qu'on est censé faire, que moi j'ai mis du temps à faire, qui s'appelle l'Anmeldung. Donc, l'enregistrement, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour se recenser, en fait. Je pense qu'on dirait recensement. Okay. En fait. Donc, on doit aller auprès de la mairie de sa ville pour dire que, voilà, on est arrivé, on vient de là-bas, notre passeport, notre date de naissance, Moi, j'étais dans une petite ville, donc je me suis présentée directement sur les horaires de bureau sans rendez-vous. Mais vous voyez, c'était à un moment où je suis censée travailler aussi, donc c'est pas évident. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit un petit papier qui nous dit qu'on va payer les impôts pour la taxe audiovisuelle, en fait. Donc, c'est-à-dire pour la télévision, la radio, etc. Et quand on repart, je ne t'écoute pas. Hein. Juste un rappel. Juste un rappel. Nous avons 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Quelques minutes ici, et puis il y a aussi un truc important à discuter. Alors. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est vrai que trouver un logement, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Pour le logement, c'est compliqué, hein? Ouais. Mais juste une question à propos des stéréotypes. Est-ce que les Allemands, ils sont vraiment très bien organisés? Alors, non, ça dépend desquels. Ok, cela dépend. Okay. Ils sont non, parce que tout de suite, on va tomber dans des généralités, mais par contre, globalement, et ça, c'est véridique, ils aiment qu'on respecte les règles. Voilà. D'accord. Sinon tu vas te faire beaucoup crier dessus. Voilà, croisant mon expérience. Charlie, quelques minutes sur le logement et les trucs bureaucratiques ici en Colombie. Pas ici, là-bas. Du coup, je suis tenté de dire comme Pénélope qu'effectivement, là, la Colombie, pas pire, mais je pense qu'au niveau de la bureaucratie française, on a une très mauvaise réputation à l'international. Et la Colombie nous fait compétition à ce titre-là. Parce qu'au niveau de l'administratif, par exemple, on a besoin ici d'un petit carnet pour rentrer à la fac. Je ne l'ai toujours pas. On est en février. Je suis dans cette fac depuis octobre.
Oh là là. Je n'ai toujours pas, du coup, tous les jours de ma vie où je dois venir au travail, hein, parce que c'est quand même mon emploi à la base, je dois montrer sur mon téléphone mon contrat signé sur mon drive et ma pièce d'identité colombienne en disant oui, je travaille ici. Mais vu que j'ai une tête très jeune, je ressemble à n'importe quel étudiant. Et vu que j'ai la chance d'avoir un bon espagnol, on ne notifie pas directement genre qui je suis en fait. Du coup, à chaque fois, je dois dire non, mais je suis professeur ici. Du coup, je suis tombé plusieurs fois sur des gens de la sécurité qui me disaient ah, excusez-nous, monsieur prof, on savait pas, parce que j'ai l'air de n'importe quel étudiant. Et c'est totalement normal. Du coup, je dois bien prouver oui, bonjour, je travaille ici en fait, parce que sinon, ils vous traitent comme un étudiant. Et c'est pas la même notion de respect envers un étudiant qu'envers un professeur. Mais tout ça pour dire qu'au niveau de l'administratif, on a bien galéré et aussi c'est assez cher. Il y a un cliché en Colombie, c'est que c'est un peu le pays des taxes, dans le sens où n'importe quel service va vous être demandé, être taxé. On va vous demander de payer pour quel que soit le service. Un service aussi simple que vous tendre une feuille, ça va être payant pour très peu, hein, mais ça va être payant quand même. Du coup, j'ai besoin d'une pièce d'identité pour vivre en Colombie. Et elle m'a coûté 100 € quoi. Donc c'était pas prévu dans mon budget. Déjà les vols d'avion, c'est extrêmement cher. Ouais. Et au niveau administratif, on est sur beaucoup de galères et d'attentes. Donc je pense qu'il faut juste prendre son mal en patience et ne pas attacher trop d'importance aux horaires. Si vous attachez trop d'importance aux horaires, vous allez mal vivre en Colombie. Sinon, si vous prenez un peu la vie de côté plus relax, ça va. On s'en sort. Nous, c'est l'inverse du coup, les horaires. Voilà, je pense que l'Allemagne et la Colombie, je pense qu'il y a une. C'est l'inverse. Alors, ça dépend. Moi, ça m'est arrivé d'être un petit peu en retard, mais vraiment un petit peu. En France, j'ai plutôt tendance à arriver en retard. Mais les Allemands sont très, très, très attentifs à ça, par exemple. Et le problème du logement, en fait, c'est qu'ici, il y a beaucoup de logements, en fait, sans meubles, donc non meublés. Et donc, moi, personnellement, alors, peut-être que je vais rester en Allemagne, à voir. Mais a priori, le contrat est de 9 mois. Donc, du coup, soit tu t'achètes tes meubles et après, il faut les revendre. Soit tu pars du principe que tu vas rester plusieurs années ici. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. Soit, en fait, tu trouves un endroit meublé. Donc, moi, par exemple, j'étais dans une colocation, mais qui était très loin à pied de mon lieu de travail. Et ici, tu marches à pied ou tu crèves un petit peu parce que c'est dans un village dans la campagne. Donc du coup, et là, depuis quelque temps, je suis dans un appartement toute seule, mais forcément, ça monte drastiquement, ça monte le prix. Là, c'est plus de la moitié de ma bourse, du coup, donc voilà, je peux pas, je voyage, mais je peux pas aller en République tchèque tous les jours, quoi. Voilà. Ok. Oh là là. Je crois qu'on a découvert. Il y a quelqu'un qui dit que les deux dames sont très belles, hein. Oh, merci Gilbert. Oui, aussi. Il a raison. Du coup, Pénélope, quels sont tes conseils pour les prochains assistants de langue française en Allemagne? Se renseigner sur tout ce que je viens de dire. Et puis ne pas faire comme moi, c'est-à-dire que je m'y suis pris un petit peu tard pour. Non, mais c'est vraiment important, Charlie, pour le. Ne pas faire comme moi. En fait, je me suis dit bon, on est dans une petite ville et tout, et puis fin août, je me disais bon, ça va le faire et tout. Et puis finalement, j'ai cherché et trouvé à distance, ce qui était plutôt une mauvaise idée parce que j'ai pas pu rencontrer en face mes colocataires, mes propriétaires et tout. Et puis finalement, ça l'a pas fait du tout au bout de quelques temps, donc j'ai vite cherché un logement. Mais quand on travaille, qu'en plus on doit trouver un logement, qu'on cherche dans la ville d'à côté, etc., c'est un peu compliqué. Si vous voulez avoir une vie sociale un peu plus dense, il faut aller dans les villes d'à côté ou loger. Moi, j'ai fait le choix de loger plus près de mon lieu de travail, ce qui me permet d'y aller très rapidement. Mais ça, c'est des choses à prendre en compte. Et avant d'arriver, l'argent, faut prévoir parce qu'en fait, nous, on a mis 2 mois à être payés. Donc voilà, pour la bourse. Oui, il faut le prévoir, je suis d'accord. 2 mois, ok. C'est bon. Et 1 mois et demi. 1 mois et demi, ok. Disons 2 mois. Mes conseils pour les personnes qui viennent en Colombie, déjà moi je suis arrivé ici par pur hasard. Du coup, c'était pas un choix personnel, mais pas de regret, je suis très content. Je conseille très fortement de consulter les régions géographiques dans lesquelles vous pouvez être affecté. Parce que la Colombie, c'est un pays qui a 11 climats différents et qui est très diversifié quant à sa population.
Du coup, on ne peut pas faire une généralité sur les Colombiens. Les zones géographiques définissent beaucoup mieux comment la vie est là-bas au niveau de la météo, au niveau des gens. Donc, il faut vraiment vous renseigner lorsque vous postulez. Vous pouvez postuler par zone géographique. Regardez vraiment si la zone géographique de Bogota, vous préférez à celle de Medellín, ne serait-ce que par rapport à la chaleur ou également au coût de la vie. Parce qu'à Bogota, on a la capitale, c'est quand même un peu plus cher que si on est sur la côte caribéenne. Mais la côte caribéenne, il fait une chaleur que pas tout le monde ne peut supporter, notamment pas moi. Donc vraiment se renseigner avant d'accepter le poste, parce que moi j'ai accepté un poste dans une zone qui finalement ne m'allait pas du tout, et j'ai eu la chance de pouvoir changer de poste en milieu de contrat, mais ce n'est pas une opportunité que tout le monde a, j'ai été très privilégié, donc se renseigner au maximum sur la zone avant, et c'est pour ça que dans mon rôle d'ambassadeur, d'assistant de langue, je suis en train de travailler sur une nouvelle fiche pays sur la Colombie afin de renseigner au mieux les personnes et que personne ne soit déçu par rapport à l'affectation. Mais ouais, je rejoins totalement Charlie. En Allemagne, c'est pareil, c'est un pays immense. Je me rendais pas du tout compte. C'est aussi grand, voire plus grand que la France. Et selon si vous êtes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, bon, de par l'histoire d'Allemagne, la fracture, c'est plutôt est-ouest que sud-nord. Mais voilà, la météo n'est pas la même. Mais enfin, chez moi, c'est plutôt que c'est très humide. Donc voilà, donc il faut apprécier. Tandis que si on va à Berlin, c'est plus sec. Donc il fait tout aussi froid. Mais pour moi, je supporte mieux le froid de Berlin que le froid d'ici, par exemple. Et voilà, après, si vous voulez de la neige, vous allez être comblé en Allemagne, pas tous les jours, mais ça arrive. Il ne fait pas froid en Allemagne. Il ne fait pas froid en Allemagne. Tu dois aller en Russie. À Russie, il fait moins 20 actuellement. Oui, mais moi, j'ai grandi sur la côte d'Azur, Paulina, donc. J'ai grandi à Nice. Voilà, mais faites attention parce que moi, par exemple, je suis en Rhénanie-Palatinat. Si vous adorez la nature, c'est mon cas, l'histoire, etc. Il y a Trier qui est la ville la plus ancienne, fondée par les Romains. Voilà, c'est très beau, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je suis dans une petite ville et c'est compliqué au niveau social, au niveau psychologique, surtout quand il fait l'hiver, le froid, la nuit tombe très tôt. Donc, j'ai découvert, par exemple, que Nordrhein-Westfalen, la Rhénanie du Nord-Westphalie, il y a beaucoup de grandes villes. Donc, voilà, donc il faut vraiment se renseigner sur les régions. Charlie a totalement raison, sur les villes, etc. Mais, par contre, attention, les grandes villes sont très plébiscitées. Donc, si vous postulez à Berlin, vous avez quand même 9 chances sur 10 de ne pas être pris. Donc, bien sûr, c'est comme à Paris, par exemple. Mais il faut finir, on a 1 minute. Et moi aussi, je voudrais bien donner un petit conseil. Je pense qu'on a eu vraiment de la chance d'être ici, d'être assistant. À mon avis, c'est vraiment un programme. Et assistante ambassadrice, hein? Oh oui, mais ce programme, c'est mon amour. Et je veux te dire que profitez bien de vos séjours à n'importe quel pays. Amusez-vous bien et aimez votre travail et vos élèves. C'est la chose la plus importante, à mon avis. Et alors, avant de prendre les paroles de clôture de Paulina, nous avons un chiffre pour les assistants de langue. OK? Pour ce mois, c'est 88. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Vous avez une idée? J'ai vu le mail qui disait c'était le chiffre du mois, mais j'ai oublié pourquoi c'était. Le chiffre du mois, c'est 88. Et ça parle de la francophonie. Mais 88 pays qui parlent. Non, pas 88 pays qui parlent français quand même. Non, il y a beaucoup plus. Il y a 30 pays, 6000 assistants à travers du monde. 80 pays représentés par les assistants de langue? Non, pas 80. Ah, peut-être c'est ça, ouais. 88 pays. C'est quoi alors? OK, donc l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, on a des membres de l'OIF. On a aussi des observateurs et on a aussi des membres qui ont un statut temporaire, quoi, comme le Ghana, par exemple. Donc, on a 88 pays on a 54 pays qui sont des membres de la francophonie, on a 24 qui sont observateurs et on a des pays aussi qui ont un statut temporaire comme mon pays, le Ghana. Oui. Donc, c'est du coup à propos de ça, oui. Où se trouve ce Donc, Paulina, du monde, hein. Lui, où peut-on trouver tout ce que tu viens de dire? Dans le dernier courrier. On a reçu un mail. Du coup, moi j'ai travaillé avec. Avec le lien. C'est ça? Oui. Ok. On a reçu des mails. Ouais, le courrier des assistants de langue. Là. Oui.
c'est ça. Donc, Paulina, les paroles de clôture, et là, on dit là. De nouveau, je veux dire un grand plaisir. C'était un grand plaisir de passer le jour avec vous, de passer presque 1 heure là, ensemble. Et c'est un grand plaisir d'être participant, d'être membre de ce programme. Je vous aime, j'aime beaucoup mon travail. Bonne soirée, bonne journée. Et... Bon quoi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et on n'a pas fait la pub de ce podcast parce qu'on veut juste faire un test. OK, donc après ça, l'affiche, tout est déjà prêt. Hein? Donc on peut faire la pub et la vidéo sera disponible. On peut republier sur nos pages Instagram, Facebook et tout. De l'association L, je pense, qui regroupe les anciens et futurs assistants de langue. Et bonne nouvelle, j'ai été sélectionné comme conseil d'administration de L. Bravo! Bah, félicitations. Wow. Félicitations. Merci. Donc, Charlie, il a des cours. Alors, moi aussi. Oui, désolé. Oui. Formidable de passer cette soirée avec vous. Ok. Merci, bisous. Et bonne soirée à tous. Belle soirée. Merci pour l'invitation. Prenez soin de vous. On est déjà en train de... Merci. Au revoir, Paulina. Bonne nuit. Au revoir, Pénélope. Et Charlie. On se capte, hein? Ok. Oui, on se voit en mars. Bisous. Oui, en mars, hein? Oui. Moi, je serai là le 20 mars. Ciao. Ok, ciao.